Au cours de cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le syndrome coronarien aigu, sans sus-décalage et avec élévation de la troponinine, ou encore petit infarctus. Nous étudierons les examens à réaliser, la prise en charge de cette pathologie, ainsi que ses traitements. Le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST visible à l'UCG correspond aux angores instables et à l'infarctus du myocarde. Il est l'expression de la souffrance myocardique liée à l'ischémie. La libération enzymatique ou de protéines de structure comme la troponine témoigne de signes de mort cellulaire. Il témoigne de la rupture d'une érosion de la plaque artérielle coronaire, responsable d'une thrombose cyclique ou d'une subocclusion de la coronaire, plus ou moins associée à des phénomènes d'embolisation distale. La prévalence des cas en France est d'environ 250 000 patients. Il existe plusieurs types d'angores. L'angore spontanée prolongée, supérieure à 20 minutes, régressive spontanément ou après absorption de trinitine sublinguale. L'angore d'effort sévère de nouveau, en particulier crescendo. L'aggravation récente d'un angore, jusque-là stable, mais qui survient depuis peu pour des efforts moins importants, diminution du seuil ischémique, ou qui cède plus lentement à l'arrêt de l'effort ou après prise de trinitine sublinguale. Enfin, l'angore apparaissant moins d'un mois après un infarctus du myocarde. L'examen clinique est habituellement normal. Le médecin peut procéder à un examen physique qui englobe les éléments suivants. Une observation simple du patient, la prise de pouls qui peut être ralentie ou au contraire augmentée, la tension artérielle, l'auscultation du cœur, l'auscultation des poumons. L'objectif de cet examen est également de chercher une autre cause potentielle ou douleur thoracique, comme une embolie pulmonaire, péricardite, une rupture aortique ou des troubles digestifs aigus tels qu'un ulcère gastro-duodénal. Seul l'électrocardiogramme et une analyse de sang permettent de confirmer le diagnostic de syndrome coronarien aigu et de préciser son type. Tout d'abord, il faut faire un ECG. L'ECG a 12 dérivations et l'examen de première intention pour le diagnostic d'un SCA. Il se fait dès que le diagnostic est suspecté et moins de 10 minutes après que le patient se soit présenté au service d'urgence. Il est recommandé de le renouveler de manière systématique 6 heures plus tard ou à l'occasion d'une éventuelle récidive douloureuse. Grâce à cet examen, on peut mettre en évidence les modifications transitoires de la repolarisation, ce qui permet de poser le diagnostic. Ensuite, on dose le taux de troponine sanguine, c'est-à-dire la troponinémie. Les troponines T et I sont des marqueurs spécifiques de la nécrose myocardique. L'élévation de la troponinémie, dans les suites d'un accident coronaire non occlusif, traduit une occlusion capillaire d'origine embolique, l'origine de l'embole étant le thrombus formé au contact de la plaque athéromateuse rompue. La troponine est détectée dans la circulation 3 à 6 heures après le début de l'épisode ischémique et durant les 24 à 48 heures qui suivent. Le dosage de la troponine est une technique ultra sensible et il doit être effectué dès le premier contact médical. Le résultat doit être obtenu rapidement, c'est-à-dire dans l'heure qui suit l'admission du patient. Le dosage doit également être renouvelé 6 heures plus tard et 3 à 6 heures après une éventuelle récidive douloureuse. Outre son aide au diagnostic, la troponinémie a une valeur pronostique et thérapeutique. L'autre examen préconisé est l'échographie. Cet examen est recommandé pour éliminer les diagnostics différentiels de précordialgie, qui regroupent syndrome aortique aigu, péricardite et embolie pulmonaire, et éliminer les diagnostics différentiels d'anomalies permanentes de la repolarisation, c'est-à-dire hypertrophie ou dilatation ventriculaire gauche par exemple. Ici, une échographie apicale 4 cavités et une échographie apicale 2 cavités. De nombreux scores de risque ont été développés et sont corrélés à la mortalité des patients. Les deux scores les plus utilisés sont le score de Grasse et le score de TIMI. Le score de Grasse est peu adapté en urgence, mais il peut être utilisé pour la stratification du risque des SCA non ST+, et des SCA ST+. Le score TIMI est plus facile à utiliser, mais nécessite également d'avoir des données biologiques. Il est moins discriminant que le score de Grasse. Nous allons maintenant voir le protocole et les matériels de coronographie. Tout d'abord, un point primordial est de mettre le patient en confiance, il faut le rassurer. Il faudra réaliser le test d'AM. Ce test permet de s'assurer que l'artère ulnaire du patient est fonctionnelle et qu'elle peut suppléer l'artère radiale au cas où celle-ci serait laissée lors du prélèvement. Une fois le test réalisé, il faudra installer le patient dans le bloc opératoire et il sera recouvert d'un champ stérile par l'équipe chirurgicale, sauf la partie qui va nous servir pour l'opération. Dans le cadre de la coronographie, ce sera l'artère fémorale ou l'artère radiale. Enfin, la table stérile qui comprendra du matériel spécifique à l'examen, comme nous pouvons le voir via la flèche blanche, les sondes de coronographie. Les chirurgiens auront également besoin de compresses, de seringues pour injecter le produit de contraste. Le matériel spécifique à l'examen comprend notamment
les sondes de coronarographie, le guide métallique qui sera introduit à l'intérieur de la sonde, le désilet artériel recommandé par le médecin, une seringue préparée pour l'injection des dérivés nitrés, une cupule remplie de sérum hépariné ou pour l'anesthésie locale, un conteneur hermétique dans lequel seront purgés les seringues et cathéters souillés, une tubulure qui reliera le désilet artériel ou le cathéter à une poche de pression, solution isotonique pour perfusion, elle-même reliée à une tête de pression. Cette préparation est rigoureuse et respecte toutes les règles d'hygiène et d'asepsie. Les cathéters sont parfaitement rincés avec le sérum hépariné pour éviter tout envoi d'emboles gazeux et la formation de thrombus. Après une anesthésie du point de ponction, l'opérateur ponctionne l'artère fémorale ou radiale selon la technique de Cylinder. Puis, mise en place du guide à travers l'aiguille de ponction. Ensuite, retrait de l'aiguille et insertion du désilet sur le guide métallique. Et enfin, retrait du guide et raccordement avec la tête de pression. La montée de la sonde coronaire se fait sous radioscopie avec prudence, sans résistance, un guide métallique à l'intérieur de la sonde servant de tuteur. Le couple guide-cathéter s'arrête au niveau de la valve aortique, le guide est alors retiré, l'opérateur place l'extrémité du cathéter sélectivement dans le sternum du tronc commun pour l'exploration de la coronaire gauche ou dans celui de la coronaire droite pour l'exploration de celle-ci. L'opérateur raccorde le cathéter soit à une seringue de contraste, qu'il teste pour vérifier le reflux de sang, ce geste étant primordial pour exclure l'occlusion du vaisseau par le cathéter, soit à un injecteur automatique. Nous voyons ici la montée de la sonde. Nous pouvons voir ici l'oplacification de la coronaire gauche, puis l'oplacification de la coronaire droite. Voici un réseau droit sténosé, puis ce même réseau après la pose d'un stent. Nous pouvons observer sur cette diapositive les différentes étapes de la mise en place d'un stent. La prise en charge thérapeutique vise à allonger la survie des patients, notamment la réduction des événements cardiovasculaires graves, et à améliorer leur qualité de vie, c'est-à-dire la réduction du handicap fonctionnel et l'augmentation du seuil de survenue de l'encore. Les traitements de sortie sont anti-agrégants, association plavix-cardégique, souvent utilisés, bêta-bloquant cardiosélectif, ténormine, inhibiteur de l'enzyme de conversion, corvasal, statine, taor, dérivés nitriques. Le suivi consiste en un contrôle strict des facteurs de risque cardiovasculaire. Les dyslipidémies, avec un LDL cholestérol qui doit rester inférieur à 1 g par litre, le tabac, avec un arrêt immédiat et définitif de la cigarette, une hypertension artérielle, avec un contrôle régulier de la tension, et enfin le diabète, avec un contrôle régulier de la glycémie.